Si on continue comme ça, on va droit vers une grave crise économique mondiale. L'appareil de sécurité américain, tel qu'il existe aujourd'hui, inclut désormais une bonne partie de la Silicon Valley, et il soutient la guerre. Et pourquoi ils la soutiennent? En partie à cause du lobby sioniste, en partie parce qu'ils testent tout leur système d'armes. Pour eux, c'est une occasion en or. Ils apprennent à intégrer l'intelligence artificielle en profondeur dans leur système d'armement. Il y a bien quelques ratés, on tue beaucoup de jeunes filles dans des écoles. Mais pour ces gens-là, ça fait partie de l'apprentissage. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis votre animatrice Lena Petrova et voici un nouvel épisode de The World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir le professeur Jeffrey Sachs, l'un des économistes les plus influents au monde, intellectuel public et spécialiste du développement mondial et des affaires internationales. Professeur, bienvenue dans l'émission et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci. C'est un honneur de vous recevoir. Professeur, on peut sans doute dire que la guerre en Iran s'est transformée, passant d'un conflit régional à une lutte pour l'avenir même du système international. Ici, aux États-Unis, il est étonnant de voir à quel point l'Américain moyen s'intéresse peu à une guerre que les États-Unis ont eux-mêmes déclenchée. Après l'Irak, l'Afghanistan et la Libye, on pourrait s'attendre à voir davantage d'opposition au militarisme et aux interventions étrangères, bien sûr. Vous avez déjà soutenu que la guerre en Iran n'est pas un événement isolé, mais l'aboutissement de plusieurs décennies de décisions géopolitiques. Selon vous, quels étaient les principaux objectifs stratégiques de Washington lorsqu'il a lancé l'attaque contre Téhéran en février? Et est-ce que certains de ces objectifs ont été atteints jusqu'à présent? Je voudrais dire tout d'abord que c'est une guerre menée, en gros, par la Maison-Blanche, sans soutien du public, sans soutien du Congrès, et je pense même en réalité sans beaucoup de soutien au sein de l'appareil de sécurité. La raison pour laquelle il n'y a pas plus de protestations, c'est que personne n'a été consulté. On ne demande rien à personne en fait, parce que comme d'habitude, cette guerre est simplement financée par la dette. Les déficits budgétaires explosent, les dépenses publiques continuent, mais le Congrès ne vote rien et le président n'explique rien. Juste des publications absurdes sur Truth Social, tous les jours, parfois vulgaires, parfois totalement contradictoires entre le début et la fin d'une même phrase. Alors oui, les Américains sont mécontents. Ils sont opposés à cette guerre. Les gens font face à des prix de l'essence plus élevés à la pompe. Ils voient les prix augmenter partout parce que tout ce qui dépend de l'essence, les hydrocarbures, le pétrole, les vols aériens, les plastiques, la pétrochimie, les engrais, tout ça subit les effets de cette guerre. Alors pourquoi les États-Unis ont-ils fait ça? D'une manière générale, les guerres américaines tournent autour de l'hégémonie américaine. L'appareil de sécurité des États-Unis croit encore aujourd'hui qu'il doit diriger le monde. Et il y a quelques oppositions gênantes à cela, comme la Russie, la Chine ou l'Iran. Mais ces oppositions, selon eux, doivent être surmontées. L'état d'esprit, c'est que l'Amérique doit diriger le jeu. Et celui de l'administration Trump, c'est que l'Amérique contrôlera les Amériques, qu'elle envahira le Venezuela si elle le veut, qu'elle renversera Cuba si elle le veut, qu'elle fera ce qu'elle veut sur le continent américain. Et l'Europe, eh bien, ce sont des États vassaux. Et le Moyen-Orient, c'est en gros notre zone, à part l'Iran. Il faut qu'on ramène l'Iran dans le giron. On a déjà les États du Golfe, qui abritent l'armée américaine. Bien sûr, Israël est un État militarisé, soutenu par les États-Unis, et c'est une puissance nucléaire.
Donc d'une certaine manière, l'Iran est le dernier bastion. Et les États-Unis veulent placer l'Iran sous leur contrôle impérial. Avec l'Iran, il y a au moins deux autres dimensions importantes. D'abord, l'Iran a déjà été sous contrôle impérial américain. En 1953, nous avons renversé un gouvernement démocratique en Iran et imposé un régime policier sous le Shah pendant 26 ans. C'était l'époque où les États-Unis contrôlaient pleinement l'Iran. Puis en 1979, l'Iran a connu sa révolution et il s'est échappé de l'Empire américain. Eh bien ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas censé faire. Alors les États-Unis essaient de les ramener dans le giron. C'est une sorte de revanche en plus de tout le reste. Et puis il y a Israël. Israël déteste l'Iran parce que l'Iran soutient la cause palestinienne. Et la cause palestinienne, c'est l'idée qu'il devrait y avoir un État de Palestine, que ce soit un seul État pour tout le monde ou deux États. La question est débattue. Mais l'Iran soutient cette cause et Israël s'y oppose totalement. Israël ne dit pas « cherchons un compromis ». Israël dit « ce qui est à nous est à nous et ce qui est à vous est à nous ». Israël est un État totalement dominant. En réalité, Israël ne veut pas seulement la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Il veut aussi le sud du Liban, des parties de la Syrie, et Dieu seul sait ce qu'il veut encore, puisqu'il ne dit jamais où sont ses frontières. Donc, on a au moins trois motivations derrière cette guerre. La première, c'est de ramener l'Iran dans l'Empire. La deuxième, plus largement, c'est la recherche de l'hégémonie. Les États-Unis veulent garder le contrôle du Moyen-Orient. Et la troisième, c'est de soumettre l'adversaire d'Israël, parce que l'Iran soutient la cause palestinienne. Je pense qu'il a raison de la soutenir, dans la mesure où la Palestine a besoin d'un État. Et là encore, ça peut être une solution à un seul État pour tout le monde, ou une solution à deux États. Mais Israël s'oppose à tout ce qui ne correspond pas à une domination israélienne totale. Alors voilà, on a cette guerre. Il y a juste un problème. Les États-Unis et Israël ne peuvent pas la gagner. Ils ne peuvent pas la gagner sans provoquer une catastrophe mondiale. Leur idée, c'était on va éliminer la direction, puis on installera le prochain dirigeant. Une idée un peu folle, on pourrait dire. Mais ils ont fait quelque chose de ce genre au Venezuela, plus tôt cette année. Enfin, les États-Unis l'ont fait. On ne comprend même pas vraiment tout ce qui s'est passé dans le cas du Venezuela, parce que ça ressemble un peu à une affaire interne, d'une certaine manière. Des hauts responsables vénézuéliens auraient conspiré avec les États-Unis, qui ont enlevé le président, puis ont rapidement passé un accord avec le vice-président, devenu président par intérim. C'était un peu l'idée dans le cas de l'Iran. Mais c'est une vision simpliste comme celle de notre président. J'en ai bien peur. C'est un homme très naïf, pas vraiment intelligent. Netanyahou lui a raconté pas mal de balivernes en lui faisant croire que ce serait une opération d'un jour. Et ça n'a pas marché. Depuis le 1er mars, on est dans l'impasse. Il n'y a pas d'option militaire. On ne peut pas envahir l'Iran. C'est un grand pays avec environ 90 millions d'habitants, plutôt développé, et les Américains refusent catégoriquement d'envoyer des soldats sur le terrain. L'armée aussi, d'ailleurs. Elle sait très bien que ce serait complètement insensé. Eh bien, selon Trump, on pourrait raser l'Iran de fond en comble. Mais avant même d'y arriver, si on peut appeler ça une réussite, l'Iran aura déjà détruit une bonne partie du Golfe et peut-être aussi une grande partie d'Israël. Parce qu'ils ont des drones, des systèmes de missiles et la capacité de riposter. Donc, puisque l'opération de changement de régime a échoué dès le premier jour, on se retrouve dans une situation complètement embrouillée. Les États-Unis devraient dire « Bon, ça n'a pas marché, on rentre à la maison ». Ce serait la bonne réponse.
Mais au lieu de ça, ils disent « Nous exigeons que l'Iran fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toute notre liste de souhaits. » Mais sur quelle base? Comment comptez-vous faire ça? Alors Trump tape du poing, il menace, il gesticule dans tous les sens, mais il n'a aucun moyen d'imposer sa volonté. Et ça dure maintenant depuis 3 mois. La situation de la Commission mondiale de l'énergie s'aggrave chaque jour, parce que très peu de navires arrivent à passer le détroit d'Ormuz. Du coup, toutes les réserves de pétrole s'épuisent, en Europe, en Asie, en Afrique et ailleurs. Et moi, j'ai une solution simple pour les États-Unis. Vous n'avez rien à négocier. Rentrez simplement chez vous. Arrêtez. Vous avez fait une erreur. Appelez ça la plus grande victoire du monde, si vous voulez. Peu importe comment Donald Trump l'appelle, mais arrêtez. C'est ma recommandation. Au lieu de ça, ils essayent de négocier quelque chose, mais franchement, les exigences sont scandaleuses. Pourquoi l'Iran accepterait-il de telles conditions dans ces circonstances? Et puis, il n'y a aucune confiance. Comment pourrait-il y en avoir? Et pendant qu'on parle, les États-Unis ont recommencé à bombarder l'Iran. Les Iraniens viennent d'annoncer, juste avant qu'on commence, qu'ils suspendaient même les discussions indirectes, parce qu'Israël est en train d'étendre son invasion du Liban contre l'influence de l'Iran, son allié, le Hezbollah. Tout ça, c'est complètement chaotique. Et en réalité, aurait bien d'autres choses à faire pour lui-même. On pourrait reconstruire nos routes. On pourrait faire fonctionner un vrai réseau ferroviaire. On pourrait améliorer nos aéroports. On pourrait développer le numérique. On pourrait renforcer notre système de santé. Mais non, notre appareil de sécurité veut une guerre permanente. Et sans aucun doute, certains en tirent beaucoup d'argent, pendant que le reste d'entre nous s'appauvrit de plus en plus. Absolument. Professeur, vous avez mentionné le Liban, et bien sûr, cela fait des semaines qu'Israël bombarde le pays, alors même que l'Iran a répété à plusieurs reprises que le cessez-le-feu couvrait en réalité le Liban et l'ensemble du Moyen-Orient. Et on peut dire à juste titre que ce cessez-le-feu s'est effondré depuis longtemps puisque les États-Unis ont bombardé l'Iran et qu'Israël poursuit son offensive contre le Liban. Alors, qu'est-ce qui empêche l'administration Trump de freiner Israël pour avancer vers une solution diplomatique au Moyen-Orient? Et pourquoi les bombardements du Liban n'ont-ils toujours pas été abordés? Eh bien, parce que l'appareil de sécurité américain tel qu'il existe aujourd'hui, et qui inclut désormais une bonne partie de la Silicon Valley, soutient la guerre. Et pourquoi ils la soutiennent? En partie à cause du lobby sioniste, en partie parce qu'ils testent tout leur système d'armes. Pour eux, c'est une occasion en or. Ils apprennent à intégrer l'intelligence artificielle en profondeur dans leur système d'armement. Il y a quelques ratés. Ils tuent beaucoup de jeunes filles dans des écoles. Mais pour eux, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, ils ne font pas vraiment d'efforts pour arrêter ça. Si le président des États-Unis disait maintenant « Israël doit arrêter et nous coupons tout soutien en munitions, tout soutien militaire, financier, diplomatique, tant qu'Israël ne cesse pas immédiatement, eh bien Israël s'arrêterait immédiatement. » Je refuse tout simplement d'accepter que ce soit Israël qui dicte ces conditions aux États-Unis. Beaucoup de gens confondent ce qui est censé être bon pour Israël. Et d'ailleurs, ce n'est même pas bon pour Israël. Laissez-moi être plus clair là-dessus. Ce que poursuivent certains extrémistes israéliens, à mes yeux, parce que je considère que Smotrich, Ben Gvir et Netanyahou sont des criminels de guerre et des fous, eh bien, les dirigeants américains confondent ce que ces fous veulent faire avec ce qui est bon pour l'Amérique. On a des gens comme Lindsey Graham au Sénat, ou Richard Blumenthal, ou Ted Cruz, ou d'autres, et franchement, faut arrêter. Pourquoi ne représentez-vous pas les États-Unis d'Amérique?
Ce qui se passe en ce moment n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique. Ça pourrait s'arrêter tout de suite. Personne ne peut me dire que les États-Unis ne peuvent pas arrêter Israël. C'est absurde. Bien sûr qu'ils le peuvent. Mais il faut un président qui comprenne la différence. Et oui, il reçoit de l'argent du lobby israélien. C'est vrai, les fabricants d'armes, comme Palantir, adorent cette guerre. Ils gagnent de l'argent, leurs actions montent, leurs armes gagnent de l'expérience sur le terrain. Donc on peut comprendre pourquoi ça ne s'arrête pas, mais ça devrait s'arrêter, parce qu'en réalité, 60% des Américains sont contre cette guerre, contre peut-être 20% qui la soutiennent. Et ce pays, il est à nous. C'est pour Palantir. Ce n'est pas pour Myriam Adelson, ce n'est pas pour quelques lobbyistes, c'est pour le reste d'entre nous. Et en ce moment, Israël nuit gravement aux États-Unis. Et les États-Unis devraient le dire clairement. On en a assez de vos abus. Et soit dit en passant, je ne dis pas que les États-Unis doivent physiquement retenir Israël. Il suffit de dire on ne vous arme plus, on ne vous finance plus, on ne vous couvre plus diplomatiquement, on n'excuse plus votre comportement. Ce serait intéressant. J'aimerais bien voir comment Israël réagirait. Je pense qu'il faudrait environ 3 minutes pour qu'Israël annonce un cessez-le-feu. Les conséquences économiques de la guerre sont vraiment dévastatrices. Et maintenant qu'on assiste à une nouvelle escalade, il devient très difficile de prévoir ce qui va se passer ensuite. Bloomberg a récemment indiqué que les réserves de pétrole américaines pourraient ne durer que jusqu'à la fin du mois de juillet. Et à l'échelle mondiale, les stocks de pétrole s'épuisent aussi. On dit que les réserves mondiales approchent de niveaux historiquement bas, alors que, bien sûr, les tensions géopolitiques continuent de menacer les principales routes d'approvisionnement. Dans ce contexte, à quel point l'économie mondiale et l'économie américaine en particulier sont-elles vulnérables aujourd'hui à un choc énergétique majeur comparé aux précédentes crises pétrolières? Je pense que la vulnérabilité est très élevée et qu'on joue clairement avec le feu. Mais pour l'instant, tout ça est masqué par l'euphorie des marchés boursiers. Les gens au pouvoir comptent leur argent tous les jours. Ils regardent les cours des actions, ils surveillent leur portefeuille. La Silicon Valley est ravie. Les prix des actions continuent de grimper. Donc du point de vue, non pas de l'Américain moyen, de la famille qui travaille, mais du milliardaire à plusieurs milliards, du grand patron de la tech, tout va bien. On peut attendre. Mais ils vont être très surpris si ça continue comme ça. Parce que si on poursuit dans cette direction, avec très peu de navires qui traversent le détroit d'Ormuz chaque jour et des réserves qui s'épuisent presque complètement, on va droit vers une grave crise économique mondiale. On sait déjà que beaucoup de pays pratiquent le rationnement énergétique en ce moment, et ça va continuer, voire s'aggraver, je dirais. Donc, on vit un peu dans un faux paradis qui peut durer quelques semaines peut-être. Mais les grandes entreprises technologiques possèdent notre gouvernement. Elles le dirigent en réalité. On pourrait demander à M. Thiel ce qu'il en pense ou à M. Karp ce qu'il en pense. Il dirait que c'est formidable, que tout ça est fantastique, qu'ils construisent le meilleur système militaire d'intelligence artificielle qu'on puisse imaginer. Moi, je ne crois pas que leur économie soit si solide. Quand le monde entier entre en crise économique, même leur petite bulle finira par éclater. Professeur, quelle est votre prévision pour l'économie mondiale, disons, dans les 6 à 12 prochains mois? Parce qu'il y a plusieurs rapports qui affirment qu'on n'a pas encore vraiment ressenti les effets, les conséquences des 2 mois de guerre. Et maintenant, on se retrouve au milieu d'une nouvelle possible escalade. Qu'est-ce que ça pourrait signifier pour la suite?
sachant qu'une grande partie du flux pétrolier a été retirée des marchés de l'énergie à l'échelle mondiale. Qu'est-ce que cela implique pour les économies émergentes, celles qui ont déjà une dette souveraine très élevée et qui doivent maintenant faire face à la hausse des coûts de l'énergie, mais aussi à l'augmentation des prix de l'alimentation et des transports? Je pense qu'il est très difficile de faire une prévision. Ce qu'on peut faire, c'est une sorte de prévision conditionnelle. Si ceci arrive, alors voilà le résultat. Donc il y a 3 scénarios à mon avis. Le premier, c'est que Trump décide d'escalader et que ces affrontements se transforment en une véritable guerre ouverte. Le deuxième, c'est qu'on continue comme maintenant, avec quelques escarmouches et quelques navires qui traversent le détroit. Et le troisième, c'est que, d'une manière ou d'une autre, soit par un accord, soit en faisant marche arrière, le détroit soit effectivement rouvert. Si c'est le premier scénario, celui de l'escalade, je pense que ce serait une catastrophe mondiale. Parce que si Trump mettait vraiment à exécution ses menaces de réduire l'Iran en ruine, alors l'Iran, dans ce contexte, réduirait tout le voisinage en ruine aussi. Et là, on verrait ce qu'est un vrai choc énergétique, parce que ça signifierait une crise humanitaire et énergétique dramatique qui toucherait le monde entier. Si on continue sur la trajectoire actuelle, je pense qu'on avance plus lentement, mais vers une crise majeure. Donc je dirais que si on poursuit comme maintenant, avec peu de navires qui traversent, des réserves stratégiques qui diminuent, mais sans basculer ouvertement dans la guerre, on verra les prix du pétrole remonter à leur niveau d'avant. Ce qui s'est passé, c'est qu'en prévision d'un accord supposé, les prix ont baissé d'environ $120 le baril, pour le Brent de référence, à environ $4,25 le baril. C'est encore plus haut qu'avant la guerre, où c'était autour de $65, mais en baisse par rapport au pic. Mais il reviendrait au niveau le plus haut, et il dépasserait même le pic qui avait été atteint, parce qu'on est en train d'épuiser les réserves. C'est évident. Et ensuite, si le détroit est rouvert, ce qui est bien sûr ma recommandation et le scénario que je préfère, je veux que les États-Unis se retirent. Et je veux que Trump dise « Nous nous sommes retirés parce que nous avons atteint tous les objectifs que nous nous sommes jamais fixés dans toute l'histoire du monde, parce que nous sommes le plus grand pays et que je suis le dirigeant le plus pacifique, le plus bienveillant, et que je veux que le monde entier prospère. Et donc, je me retire pour obtenir le prix Nobel de la paix. » Très bien qu'ils le disent. Si ça arrive, le prix du pétrole retombera à $80 le baril. Ça ne redescendra pas au niveau d'avant. Une partie de la production a été arrêtée, certains champs sont fermés, une partie des infrastructures physiques a été détruite, mais il y aurait quand même un certain retour à la normale. Les gens iraient faire le plein et ils économiseraient pas mal d'argent. Donc voilà, il y a 3 scénarios. Lequel est le plus probable? Difficile à dire pour moi, parce que mon problème, c'est que je suis en général optimiste. Je pense que les gens agissent de façon rationnelle, mais en fait non, alors je me trompe souvent. Si on voulait vraiment être logique, on partirait tout simplement. C'est tout. C'est ce que j'ai tendance à penser qui va se passer. Parce que franchement, à quel point ces gens peuvent-ils être stupides? Mais en même temps, ils arrivent toujours à me surprendre par le niveau de stupidité dont ils sont capables. Absolument. Et professeur, je sais que le temps file, alors peut-être une dernière question pour aujourd'hui. Vous avez dit que cette guerre visait à préserver l'hégémonie américaine, et certains affirment que le monde ne voit plus les États-Unis de la même façon. Quel effet la guerre choisie par Trump a-t-elle eu sur la puissance politique, militaire et économique des États-Unis à l'échelle mondiale? Et maintenant qu'on voit de plus en plus d'États se tourner vers la dédollarisation,
et créer des plateformes alternatives de règlement financier, quelles conséquences attendez-vous de cette guerre sur la place économique des États-Unis? Sur leur capacité à imposer des sanctions, à augmenter effectivement les tarifs douaniers et à influencer l'économie mondiale de cette manière? Globalement, on vit déjà dans un monde multipolaire. Il y a au moins 3 superpuissances, les États-Unis, la Chine et la Russie. On peut même dire, et moi je le dis, qu'il y en a 4, parce que j'ajouterai l'Inde à cette liste. Ensuite, il y a beaucoup de puissances régionales. L'Iran en fait partie, la Turquie aussi, le Brésil, l'Indonésie et d'autres encore. Ce sont des pays très peuplés. Le Pakistan aussi avec une population énorme, dotée de l'arme nucléaire, mais économiquement moins favorisée. Donc il devrait se concentrer son développement. Mais l'essentiel, c'est qu'on vit déjà dans un monde multipolaire. Dans l'esprit américain, ils n'y croient pas, parce qu'en 1992, ils ont proclamé le monde unipolaire. Et aujourd'hui encore, ils disent qu'il faut trouver comment vaincre la Russie, contenir la Chine, s'allier avec l'Inde, contrôler les Amériques, contrôler le Moyen-Orient et avancer. C'est ça la stratégie constante des États-Unis. Leur stratégie, ce n'est pas de chercher comment coopérer avec la Chine, avec la Russie et les autres, dans un monde vraiment multipolaire. C'est plutôt comment on garde l'avantage, comment on contourne les obstacles. C'est pour ça que cette guerre a lieu. Et je l'ai dit, dans la mentalité américaine, eh bien, les Amériques leur appartiennent. Et dans les faits, l'Europe aussi. Ce sont nos États vassaux. On est tout près de contrôler le Moyen-Orient. L'Inde est de notre côté, du moins c'est ce qu'ils croient. Donc en réalité, il ne reste plus que la Russie et la Chine. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Moi, je trouve ça cruel et naïf. Vous savez, les États-Unis représentent 4% de la population mondiale. Il faut être complètement déconnecté pour penser qu'avec seulement 4% de la population, on peut diriger les 96% restants. Il faut vraiment croire qu'on a tout et qu'eux n'ont rien, qu'on est tellement dominant. Et c'est ça la mentalité américaine. Mais l'Iran a montré qu'il n'est pas seulement résilient en tant que nation, il est aussi technologiquement avancé. Ce sont des missiles hypersoniques. Ce sont des drones de pointe. Ce ne sont pas des amateurs. Mais l'Amérique a cru, c'est un pays médiéval, donc ce sera une petite opération pour le contrôler. L'Amérique pensait qu'à ce stade, la Russie serait vaincue et morcelée en plusieurs morceaux. Elle pensait aussi pouvoir lancer une guerre commerciale contre la Chine et la mettre à genoux. Tout ça, c'est complètement illusoire. Alors, où en est la réalité finalement? Eh bien, l'Europe n'est pas très contente des États-Unis, mais elle est un peu paralysée. Elle ne sait pas trop quoi faire. Et la Russie, elle, comprend que les États-Unis ne sont pas une force amie. Depuis 1992, on cherche à affaiblir, voire à démanteler la Russie, exactement comme on a voulu affaiblir ou démanteler l'Union soviétique entre 1945 et 1991. La Chine, elle, comprend très bien de quoi il s'agit, et elle a clairement posé ses conditions aux États-Unis. N'essayez même pas, n'essayez pas avec Taïwan, n'essayez pas avec vos guerres commerciales. Et je pense que les États-Unis ont un peu peur de la Chine, et ils ont raison. Pas parce que la Chine voudrait faire quelque chose de terrible contre eux, mais parce qu'elle ne cédera absolument pas à la pression américaine. Du coup, Trump, d'une certaine manière, se replie sur l'hémisphère occidental. C'est son arrière-cour, son terrain de jeu. Je suis presque sûr qu'ils vont tenter quelque chose de grave avec Cuba, parce que peut-être il se retirera d'Iran, et alors il fera tomber le gouvernement cubain. Et vous dites, regardez comme nous sommes puissants. Ce qui est sans doute vrai, c'est que dans l'arrière-cour des Amériques,
Même si les gens de cette région n'en sont pas ravis, Trump va essayer de faire sentir son poids. Mais je pense que dans le reste du monde, on commence à comprendre qu'on ne peut pas confier toute sa sécurité nationale aux Américains et s'attendre à ce que tout se passe bien. Les pays du Golfe doivent se réajuster. L'Europe est en train de se réajuster. Une grande partie du monde dit « Nous ne sommes pas contre les États-Unis, mais nous voulons de bonnes relations avec la Chine. Merci beaucoup. » Tout cela veut dire qu'on est en plein changement géopolitique. Mon message principal aux dirigeants américains, c'est réveillez-vous, regardez la réalité en face avant de tout gâcher. Merci beaucoup, professeur. C'était une conversation vraiment passionnante et j'espère que vous reviendrez pour la poursuivre. Super. Très bien. Ravi d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci.